Deuxième partie, chapitre 1, les plaisirs de la campagne. Saint-Géraud, un philosophe, discute avec Falcoz, l'ancien ami d'enfance de M. de Rênal. Il lui explique qu'il quitte la province pour rejoindre Paris, car il fuit l'enfer de l'hypocrisie et des tracasseries. Julien entend la conversation. Il comprend que Falcoz est un bonapartiste. Arrivé à Paris, Julien a une entrevue avec l'abbé Pirard qui lui explique en quoi consistera ses fonctions de secrétaire chez M. de La Mole. Le marquis de La Mole a 2 enfants, une fille Mathilde et un fils, le comte Norbert, chef d'escadron des hussards et futur pair de France. Le marquis espère que Julien deviendra l'ami de celui-ci, qui le méprisera d'abord en raison de la condition de simple petit bourgeois de Julien. Bientôt, ils arrivent à l'hôtel de La Mole. Chapitre 2, Entrée dans le monde. En arrivant dans la cour de l'hôtel de La Mole, Julien est ébahi par son architecture. Il rencontre brièvement le marquis de La Mole, puis se rend chez le tailleur pour se faire des habits. Lors d'une soirée, Julien rencontre le comte Norbert et mademoiselle Mathilde, le fils et la fille du marquis. Il est frappé par les yeux de Mathilde. Lors du dîner, Julien montre aux invités que malgré ses manières gauches, c'est un jeune homme instruit. Chapitre 3, les premiers pas. Alors que Julien travaille dans la bibliothèque de l'hôtel de La Mole, Mathilde entre par une porte dérobée. Elle est venue emprunter, en toute discrétion, un livre de Voltaire. Puis le comte Norbert l'invite à monter à cheval. Julien tombe de cheval et n'hésite pas à le raconter le soir au dîner. Mathilde est amusée et cette histoire crée entre Julien, Mathilde et Norbert une certaine complicité. Mais les bévues et les maladresses de Julien font la joie des valets de chambre qui se moquent de lui. Chapitre 4, l'hôtel de La Mole. Tout le monde s'ennuie prodigieusement lors des soirées à l'hôtel de La Mole, car on ne peut parler de rien. Un matin, dans la bibliothèque, Mathilde surprend une conversation entre Julien et l'abbé Pirard, au cours de laquelle Julien explique à quel point devoir assister au dîner de la marquise lui est pénible. Mathilde fait partie d'un petit groupe de jeunes gens qui aiment se moquer des invités. Cela choque Julien, qui ne voit dans leur attitude que du dénigrement. Chapitre 5, la sensibilité et une grande dévote. Dans l'esprit de Julien, l'idée de religion est liée à celle d'hypocrisie et d'espoir de gagner de l'argent. Lorsque Pirard l'introduit dans des sociétés jansénistes, il est frappé par leur piété et leur sévérité. Il y rencontre le comte Altamira, un libéral dévot condamné à mort dans son pays, l'Espagne. À l'hôtel de La Mole, il s'ennuie. Il est en froid avec Norbert et évite d'adresser la parole à Mathilde. Il fait très bien son travail de secrétaire, mais continue de commettre des maladresses, ce qui lui vaut parfois des moqueries de la part de la marquise. Chapitre 6, manière de prononcer. Julien provoque en duel un homme qui l'a insulté. Comme Julien lui demande son adresse, celui-ci lui jette à la figure des cartes de visite sur lesquelles figure le nom de Beauvoisis. Lorsque Julien et Liévin, son témoin, arrivent à l'adresse indiquée le lendemain, Julien s'aperçoit que le chevalier de Beauvoisis n'est pas l'homme grossier de la veille.
mais en sortant, il reconnaît dans le cocher de Beauvoisis l'homme qui l'avait insulté et le roue de coups. Sur ce, Beauvoisis chasse son cocher et accepte de manière courtoise un duel contre Julien. En chemin, ils ont une discussion très plaisante. Finalement, Julien finit avec une balle dans le bras. Craignant le ridicule pour s'être battu avec le simple secrétaire du marquis de La Mole, Beauvoisis lance la rumeur selon laquelle Julien est le fils naturel d'un ami intime du marquis. Les jours suivants, Beauvoisis rend visite à Julien et l'emmène à l'opéra. Lorsque la rumeur parvient aux oreilles du marquis de La Mole, celui-ci s'en amuse et n'a pas l'intention de la démentir. Chapitre 7. Une attaque de gouttes. Comme le marquis est retenu chez lui, victime d'une attaque de gouttes, il se rapproche de Julien et finit par s'attacher à lui. Il lui offre un habit bleu qui permet à Julien, chaque fois qu'il le porte, d'être traité par le marquis en parfait égal, comme son propre neveu. Lorsque La Mole peut enfin sortir, il envoie Julien en mission en Angleterre. À son retour, La Mole lui offre une croix pour remplacer l'habit bleu. Chaque fois que Julien la portera, il sera aux yeux de La Mole comme son neveu. Cependant, le marquis signifie à Julien qu'il ne compte pas le sortir de son état. Plus tard, Julien reçoit la visite de Valenod, qui a été fait baron et qui vient demander à Julien la voix de son père dans la prochaine élection contre M. de Rênal. En apprenant cela, La Mole insiste pour avoir Valenod à dîner et annonce que celui-ci sera préfet. Julien en profite pour demander pour son père la direction du dépôt de mendicité, l'ancienne place de Valenod. Chapitre 8. Quelle est la décoration qui distingue ? Julien est devenu un parfait dandy. À son retour d'un long séjour à Hyères, Mathilde le trouve changé. Il est moins provincial. Elle lui trouve de l'esprit, même si selon elle, il manque toujours de légèreté. Comme elle s'ennuie profondément à l'idée de retrouver les habitués des salons de Paris et leurs discours convenus, elle insiste pour que Julien vienne au bal donné par le duc de Retz. Lors du bal, Mathilde est très admirée. Le marquis de Croisenois lui fait la cour, mais sa conversation ennuie Mathilde, qui est plus intéressée par le comte Altamira, car elle le sait condamné à mort dans son pays, l'Espagne, et par Julien, qu'elle trouve si différent des autres. Chapitre 9. Le bal. Mathilde aperçoit Julien en conversation avec Altamira. Elle lui trouve l'air d'un prince déguisé et décide d'écouter discrètement leur conversation. Ils parlent de Danton, que Julien respecte et défend, et ils discutent de la condamnation d'Altamira, qui risque la pendaison en Espagne pour avoir fomenté un complot jacobin. Julien épouse des idées ouvertement révolutionnaires et se montre méprisant envers Mathilde. Le lendemain, Mathilde se rend à la bibliothèque et y trouve Julien, absorbé par sa conversation de la veille avec Altamira et l'ignorant presque totalement. Comme elle l'interroge sur la raison pour laquelle il s'était montré si inspiré avec Altamira, Julien lui répond avec une telle sincérité et une telle ardeur au sujet de Danton que Mathilde prend peur. Chapitre 10. La reine Marguerite. En arrivant dans la salle à manger pour dîner, Julien est frappé par les vêtements noirs de Mathilde. Il apprend qu'elle porte le deuil tous les 30 avril
en mémoire de l'amour de la reine Marguerite de Navarre pour son amant, Boniface de la Mole, l'aïeul de Mathilde. Après la décapitation de celui-ci en place de Grève le 30 avril 1574, Marguerite avait demandé au bourreau que lui soit remise sa tête afin de pouvoir l'enterrer elle-même. Dans le même temps, Julien devient peu à peu le confident intime de Mathilde. Lui qui la trouvait jusque-là froide et hautaine, commence à la trouver intéressante et belle. Bientôt, le comportement de Mathilde interroge Julien. Il se demande si elle ne le trouverait pas à son goût. Cette idée finit par l'obséder. Chapitre 11 – L'empire d'une jeune fille. Mathilde a beaucoup d'esprit et sait se montrer cruelle dans ses réparties envers quiconque lui déplaît. Elle s'amuse des lettres passionnées, insipides à ses yeux, que lui font parvenir ses admirateurs, dont le marquis de Croisenois, qui est censé l'épouser. Elle trouve ces jeunes gens ennuyeux, car elle a besoin de grandeur, d'audace extrême, de grande passion et de coups d'éclat dans sa vie. Elle se rend compte qu'elle croit aimer Julien, qu'il ne lui manque qu'un nom qu'il se ferait et de la fortune qu'il acquerrait. Mais elle est bien consciente qu'elle n'hésiterait pas à l'abandonner à la première faiblesse qu'il montrerait. Chapitre 12 – Serait-ce un Danton ? Mathilde décide d'aimer Julien et imagine un amour héroïque entre elle et lui. Elle voit en lui de la grandeur et tout à sa grande passion pour Julien, elle oublie de s'ennuyer. Elle vante les qualités de Julien auprès de Norbert et de ses amis qui en prennent immédiatement ombrage. Julien remarque que Norbert, Croisenois et les autres l'accueillent avec plus de froideur et de hauteur que d'habitude, et que Mathilde le regarde d'une singulière façon. Il surprend Mathilde et Norbert en train de parler de lui avant de bien vite se taire à son arrivée. Chapitre 13 – Un complot. Comme Julien surprend une nouvelle fois Mathilde et Norbert en train de parler de lui dans son dos, il en vient à soupçonner qu'il prépare un complot afin de se moquer de lui. Il devient froid et sombre envers Mathilde et refuse d'être dupe de ses marques d'intérêt. Bientôt, il décide de partir. Il demande à la Mole de l'envoyer sur ses terres du Languedoc. La veille de son départ, le comportement de Mathilde semble très étrange à Julien. Elle paraît très troublée. Julien pense qu'elle se joue de lui. En réalité, elle souffre de la froideur de Julien, de son absence de sentiment pour elle. Au moment de prendre congé de lui, Mathilde, tremblante, lui annonce qu'elle lui fera parvenir une lettre le soir même et elle l'enjoint de ne pas partir. 1 heure plus tard, Julien reçoit une déclaration d'amour de la part de Mathilde. Julien est fou de joie à l'idée d'être aimé d'une grande dame et de supplanter dans le cœur de celle-ci le marquis de Croisenois. Il regrette un instant de ne pas être né 20 ans plus tôt, car alors il aurait porté l'uniforme comme eux. Puis il se félicite d'avoir choisi l'habit qui lui permettra de pouvoir un jour devenir cardinal ou évêque. Mais craignant toujours un complot, Julien court faire copier la lettre de Mathilde pour l'envoyer à Fouquet. Puis, craignant que la poste ouvre son courrier, il finit par acheter une grosse Bible. Il cache la lettre et envoie le tout à Fouquet. Chapitre 14 – Pensée d'une jeune fille.
Mathilde maudit le siècle dégénéré et ennuyeux dans lequel elle vit, qui ne laisse pas sa place à l'imprévu. Elle regrette les temps héroïques de la France, pendant lesquels Julien aurait pu briller. Le lendemain de la remise de la lettre de Mathilde à Julien, celui-ci lui remet sa réponse, très prudente, afin de ne pas se compromettre au cas où il s'agirait d'un mauvais tour. Puis il regrette de ne pas être parti. Plus tard dans la journée, Mathilde lui jette, avant de s'enfuir, une lettre dans laquelle elle demande une réponse décisive. Craignant toujours qu'on se moque de lui, Julien apporte une longue réponse, dans laquelle il annonce son départ décidé le lendemain. Dans sa 3e lettre, Mathilde lui écrit qu'elle a besoin de lui parler. Elle lui demande d'utiliser une grande échelle et de venir dans sa chambre à 1h du matin. Chapitre 15. Est-ce un complot ? Julien est maintenant persuadé que Mathilde et ses amis veulent le compromettre ou se moquer de lui. Il décide de partir sans même lui répondre. Mais bientôt, il est envahi par le besoin de ne pas apparaître comme un lâche aux yeux de Mathilde, au cas où elle serait sincère. Julien fait des copies des lettres de Mathilde et va porter les originales à la poste. Puis il prépare ses pistolets afin de se défendre au cas où le piège qu'on lui tend peut-être finirait mal. Et il va jusqu'à écrire une lettre destinée à Fouquet, à n'ouvrir qu'en cas d'accident, dans laquelle il raconte tous les événements sans trop compromettre Mathilde. Julien s'avoue à lui-même qu'il a peur. Il craint par-dessus tout le déshonneur. Chapitre 16. 1h du matin. Alors qu'il est sur le point d'écrire un contre-ordre à Fouquet, 11h sonne. Julien part faire une reconnaissance quasi militaire dans le jardin. À 1h, la pleine lune éclaire la façade de l'hôtel. Julien monte l'échelle à 1h05, un pistolet à la main, surpris de ne pas être attaqué. Une fois dans la chambre de Mathilde, les deux jeunes gens ne savent pas quoi se dire. Mathilde fait preuve de sang-froid au moment de retirer l'échelle, ce qui contrarie Julien, qui imagine que Croisenois est déjà passé par là avant lui. Comme Mathilde lui demande ce qu'il a fait de ses lettres, Julien lui répond en parlant bien distinctement, de façon à être entendu des laquais peut-être cachés dans la chambre. Puis il fait part à Mathilde de ses soupçons. La réponse de Mathilde, qui passe au tutoiement, fait s'évanouir les soupçons de Julien. Ce tutoiement flatte son amour-propre, mais il est dénué de tendresse. Avec une extrême froideur, Mathilde lui révèle qu'elle avait décidé que s'il osait venir jusque dans sa chambre, elle serait tout à lui. Après quoi, par devoir plutôt que par amour, elle finit par se donner à lui. Le lendemain, chacun des deux amants est déçu. Mathilde, qui avait cru pouvoir vivre une passion imprévue avec Julien comme celle décrite dans les romans, se demande si elle l'aime vraiment. Chapitre 17. Une vieille épée. Les jours suivants, Mathilde ignore Julien et celui-ci lui trouve un air sec et méchant. Mathilde en veut terriblement à Julien en réalisant qu'elle a fait de lui son maître, qui, si elle le poussait à bout, pourrait se venger d'elle en révélant la nature de leur relation. Le 3e jour, Julien et Mathilde se déclarent une brouille éternelle. À partir de cet instant, Julien, qui n'avait jamais vraiment aimé Mathilde, croyant à présent l'avoir perdue à jamais, réalise qu'il est amoureux d'elle. Quelques jours plus tard, alors qu'il vient annoncer son départ pour le Languedoc au marquis, il trouve Mathilde dans la bibliothèque. Celle-ci l'insulte profondément en lui disant combien elle a honte de s'être livrée au premier venu. Fou de rage, Julien se saisit d'une vieille épée, prêt à la tuer, avant de bien vite reprendre son sang-froid et de replacer lentement l'épée dans son fourreau.
Ce geste passionnel impressionne et transporte Mathilde, qui s'enfuit de peur de retomber dans les bras de Julien. Plus tard, le marquis explique à Julien qu'il a besoin de lui et qu'il ne peut donc pas le laisser partir pour le Languedoc. Chapitre 18. Moment cruel. À partir du moment où Julien a voulu la tuer, Mathilde le considère digne d'être son maître. Pendant ce temps, Julien est en proie au plus profond désespoir, prêt à se jeter aux pieds de Mathilde. Le soir même, elle vient lui parler et prend l'habitude de se confier à lui sur les sentiments qu'elle a éprouvés autrefois pour certains de ses admirateurs. Ces confidences torturent Julien, ce qui semble ravir Mathilde. Mais quand Julien craque et lui clame son amour, alors Mathilde, sûre d'être aimée, le repousse avec mépris. Julien se retire, la fuit et l'observe de loin se promener avec ses admirateurs, en proie à la jalousie et bouleversé de fond en comble. Le marquis de la Mole le croit malade. Au cours d'un dîner, Mathilde apprend que Julien va bientôt partir pour un long voyage. Cela ravive instantanément son intérêt pour lui. Elle admire le fait qu'il a du caractère et une immense ambition, mais elle le traite un peu comme un être inférieur qu'elle peut prendre puis jeter comme bon lui semble. Chapitre 19. L'opéra bouffe. Mathilde regrette le temps passé avec Julien et les discussions profondes qu'ils avaient ensemble. À l'opéra, elle rêve de lui, puis en écoutant le deuxième acte au cours duquel la cantatrice chante « Il faut me punir de l'excès d'adoration que je sens pour lui », elle est frappée par la mélodie et par les paroles qui résonnent en elle. Elle tâche alors de triompher de sa passion pour Julien et fait tout pour lui déplaire. Julien, quant à lui, est fou de douleur. Il est persuadé que Mathilde est amoureuse d'un autre. Il se dévalorise à ses propres yeux et pense même au suicide, mais se retient à cause du souvenir méprisable qu'il laisserait derrière lui. Un jour, sans vraiment réfléchir, il s'empare de l'échelle et grimpe jusqu'à la chambre de Mathilde pour lui donner un dernier baiser. Mathilde se précipite dans ses bras, lui demande pardon, lui affirme qu'il est son maître et qu'elle est son esclave. Au petit matin, il redescend par l'échelle et replace celle-ci à sa place. Puis Mathilde lui jette une large mèche de cheveux qu'elle s'est coupée pour lui signifier qu'elle est sa servante. Lors du déjeuner, Mathilde se montre imprudente. Elle fait en sorte que Julien puisse voir ses cheveux coupés et l'appelle mon maître. Mais dès le lendemain, elle se montre distante et lasse de l'aimer, ce qui rend Julien fou de désespoir et rempli de doutes. Chapitre 20. Le vase du Japon. Le soir, Mathilde et ses amis s'installent au salon et ignorent Julien qui finit par quitter le salon. Quelques jours plus tard, Mathilde lui dit qu'elle ne l'aime plus. Elle est anéantie d'avoir donné des droits sur elle à un petit abbé, un paysan, pratiquement un laquais. Mathilde l'accable de mépris et de paroles cruelles pour le punir et briser son amour-propre. Mais Julien lui donne raison et en vient même à se mépriser lui-même. Il conclut que Mathilde souffre d'un orgueil infini et qu'elle est folle. Le lendemain, Julien casse par mégarde un vase du Japon auquel tenait beaucoup Madame de la Mole. Julien, sans s'émouvoir, s'adresse à Mathilde et compare le vase cassé à l'amour fou qu'il avait autrefois pour elle. Mais en réalité, Julien ne réussit pas à chasser Mathilde de son cœur. Chapitre 21. La note secrète. Le marquis de la Mole charge Julien d'une mission.
Il lui demande d'assister à une réunion secrète en prenant des notes, d'apprendre ces notes, puis de partir vers un endroit inconnu sans se faire remarquer pour les réciter à un éminent personnage dont il tait le nom. Il le prévient qu'on risquera d'attenter à sa vie. Un peu plus tard, M. de la Mole l'emmène dans un salon. On tait le nom du maître de maison et les noms de ceux qui viennent s'y réunir. En tout, ils sont 12. Julien reconnaît parmi eux l'évêque d'Agde. Chapitre 22. La discussion. Bientôt, un duc, dont le narrateur tait le nom, arrive et ouvre la séance. Julien assiste là à une conspiration d'ultra-royalistes.